Bonjour ou bonsoir. Nous nous sommes quittés la dernière fois après avoir achevé le titre premier de ce cours sur les relations individuelles de travail et qui était consacré à une présentation générale des acteurs, des sources, des définitions. Nous allons maintenant aborder un titre 2 qui s'intitule « Le pouvoir patronal ». Il s'agit en effet de comprendre que les salariés doivent se conformer à la réglementation de l'entreprise dans des domaines divers et variés, la durée du travail, l'hygiène et la sécurité, et même les règles relatives à la rémunération. Mais aujourd'hui, je vais plutôt essayer de vous expliquer comment se manifeste ce pouvoir patronal. Il y a dans une entreprise un employeur qui dirige des salariés. Et je vous avais expliqué lors de la présentation générale que le critère principal du contrat de travail, c'était le critère de la subordination juridique, dans laquelle se trouve le salarié vis-à-vis de son employeur. Il est clair que le rapport de force n'est pas égal. Et c'est pourquoi, dès 1982, à travers une loi du 4 août 1982, loi Auroux, j'ai déjà mentionné ce nom, le législateur a entrepris de régir les libertés des travailleurs dans l'entreprise en réorganisant la répartition des pouvoirs. D'un côté, sont affirmées des libertés des salariés. Mais de l'autre, il n'est pas question pour autant de remettre en cause le pouvoir de direction de l'employeur qui dirige cette entreprise. D'ailleurs, ce pouvoir de direction est double. Il dispose tant du pouvoir de gérer librement dans son entreprise les hommes, mais il peut aussi décider de la discipline, et ça c'est logique, c'est normal. Tout le monde doit obéir. Alors, cette loi du 4 août 1982 est venue pour la première fois encadrer les pouvoirs de l'employeur. Auparavant, il n'y avait pas vraiment de limite. La limite, c'était l'abus. Là, cette loi encadre, d'une part, l'aspect normatif du pouvoir patronal à travers la réglementation relative au règlement intérieur, et d'autre part, elle va gérer, organiser son pouvoir disciplinaire, ce que je vous propose de voir tout de suite. Auparavant, je voudrais juste vous faire un peu sourire. Pas toujours le cas quand on fait des études de droit. Je vais vous lire quelques lignes, quelques articles du règlement intérieur de la vinaigrerie de Sceaux, année 1880. Premier article, piété, propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Propreté et ponctualité certainement, mais pour le reste. Article 3. Des prières seront dites chaque matin dans le grand bureau. Les employés de bureau y seront obligatoirement présents. À l'heure où nous parlons de la liberté de religion et de ses difficiles applications que nous allons aborder tout à l'heure, dans l'entreprise, on peut voir qu'en 1880, la question ne se posait pas. Alors, dernier petit article. Aucun employé de bureau ne sera autorisé à quitter la pièce sans la permission de monsieur le directeur. Les appels de la nature devront se faire discrètement dans le jardin attenant. Voilà, vous avez bien compris, ce n'est plus comme ça aujourd'hui, mais pour autant, il faut comprendre ce qu'est un règlement intérieur, ce que je vous propose donc de voir à travers la première section. Section première, les manifestations des prérogatives patronales. Je vous l'ai dit, je vais me répéter peut-être, mais c'est important. Le pouvoir de direction symbolise la possibilité pour l'employeur de gérer son entreprise à travers un acte unilatéral. Et cet acte unilatéral s'intitule le règlement intérieur. Quelles sont les règles de forme qui entourent la validité du règlement intérieur? Tout d'abord, il est obligatoire dans toutes les entreprises qui occupent au moins 20 salariés. Il est rédigé unilatéralement par l'employeur et son équipe et il est soumis à un double contrôle, un contrôle interne, un contrôle externe. Contrôle interne à l'entreprise tout d'abord,
Il est soumis pour avis au comité d'entreprise que nous avons déjà rencontré, ou, s'il n'en existe pas, au délégué du personnel. Compte tenu du domaine du règlement intérieur que je vais aborder juste après, et je vais vous parler de l'hygiène et de la sécurité, vous comprendrez qu'il doit obligatoirement être soumis à une institution dont je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler, qui s'appelle le CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui prend une place croissante de nos jours avec, certains disent la mode, c'est peut-être pas très gentil, mais pourtant c'est pas tout à fait faux, des risques psychosociaux. Ensuite, après avoir été affiché dans l'entreprise, le contrôle interne est fini et à ce moment-là, nous passons au contrôle externe. Le contrôle externe, tout d'abord, le règlement intérieur doit être déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes et surtout, acteur majeur en matière de règlement intérieur, il doit être communiqué à l'inspecteur du travail. Pourquoi est-ce que l'inspecteur du travail est un acteur majeur? Eh bien parce que c'est lui qui va exercer le contrôle de la légalité du règlement intérieur. Ce qui veut dire, vous l'aurez peut-être déjà compris, qu'il y a du contentieux administratif dans ce domaine. Il s'agit donc d'un acte réglementaire, d'un acte de droit privé, qui contient des domaines bien particuliers. Grand 1, les domaines du règlement intérieur. Face à celui que l'on nommait auparavant l'employeur seul juge, ce qui résulte d'un arrêt ancien de la Chambre civile du 31 mai 1956 dans ce que l'on appelle l'affaire Brinon, eh bien aujourd'hui, le pouvoir patronal est limité. Il est limité à travers les matières sur lesquelles l'employeur peut gérer son entreprise. Je vous propose de voir en 3 points quels sont ces domaines. Grand 1, l'hygiène et la sécurité, la discipline. 2 points, les normes en vigueur dans l'entreprise. Le règlement intérieur prévoit des règles dites créatrices de droit dans 2 domaines essentiellement. Créatrices parce qu'elles vont créer des droits pour les salariés qui pourront s'en prévaloir. Vous l'aurez compris, l'employeur va s'enfermer dans son règlement intérieur. Il ne peut plus en sortir, il ne pourra plus invoquer de nouvelles règles, de nouvelles normes de celles qu'il a déjà adoptées. Le premier domaine, l'hygiène et la sécurité. Toutes les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, mais également les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement des conditions de travail, de santé et de sécurité, là où elles pourraient apparaître compromises. Alors l'hygiène et la sécurité, c'est tout. Vous donner des exemples, si. Alors, quand on parle du bâtiment, un casque, un harnais, des gants, des chaussures de sécurité, des gants, etc. Mais c'est aussi les sorties de secours, c'est aussi voilà, une fuite au plafond, de l'humidité, ça menace de s'écrouler, etc., etc. Donc, à travers le règlement intérieur, l'employeur rappelle à ses salariés qu'ils ont certes des droits, mais ils ont aussi des obligations. C'est-à-dire que si vous voyez le plafond qui s'écroule, il n'est pas question de rester comme ça et de rentrer chez vous sans rien dire à personne. Les salariés ont aussi un rôle à jouer en matière d'hygiène et de sécurité. Le deuxième grand domaine, celui qu'on connaît le plus peut-être en matière de règlement intérieur, c'est la discipline. La loi énonce que le règlement intérieur doit contenir les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Nous ne sommes pas encore à parler des sanctions, ce sera pour plus tard. Mais pour autant, que peut-on dire de ces règles concernant la discipline? Eh bien, il s'agit en fait de toutes les règles de conduite qui sont communes à l'ensemble des travailleurs et qui doivent en fait participer à une bonne gestion dans l'entreprise, une harmonisation pour tous des
horaires, des conditions d'absence ou de retard, des droits de s'absenter, voilà. Nature et échelle des sanctions, eh bien, l'employeur devra dire par exemple, ça fait 2 fois 10 minutes de retard, eh bien, vous aurez un blâme. Nous en reparlerons plus tard. Voilà donc pour les deux grands domaines qui gouvernent le contenu du règlement intérieur. Où trouve-t-on tout cela? Dans le Code du travail. Je vous ai expliqué lors de la dernière session comment ont été articulés les articles du Code du travail. Il s'agit donc là de l'article L 1321-1 du Code du travail. Il existe au sein du règlement intérieur des normes particulières à laquelle je vais consacrer un grand B parce que c'est intéressant et qu'en général les étudiants aiment bien écouter cela. Alors, grand B, le harcèlement, 2 points, le rappel de la réglementation. Les règles relatives au harcèlement font partie des règles énonciatives de droit. Ça ne crée rien, mais ça rappelle aux salariés la réglementation et c'est une obligation pour l'employeur. Vous le savez certainement, c'est un sujet courant. Il existe 2 sortes de harcèlement. Petit a, le harcèlement sexuel. Introduit en France en 1992, le harcèlement sexuel a toujours été considéré comme un délit et était également condamné au sein du Code du travail. Mais il se trouve que la définition qu'on nous en donnait à l'époque, c'est-à-dire le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, était une définition trop floue. Et certaines associations de défense de victimes de harcèlement sont un peu montées en créneau en disant ben voilà, c'est plus possible, il y a des situations de faits qui ne rentrent pas dans la définition et les victimes ne peuvent pas obtenir réparation devant le juge. Alors, de manière un peu précipitée, à la faveur d'une QPC, le Conseil constitutionnel a prononcé le 4 mai 2012 l'abrogation immédiate de l'article du Code pénal qui énonçait le harcèlement sexuel et qui le définissait, c'est-à-dire l'article 222-33 du Code pénal. Oui, mais nous n'avions plus rien. Certains disent c'est le vide juridique. Bon, j'aime pas trop cette expression parce qu'il n'y a pas de vide juridique, il y a toujours quelque chose qui traîne. On peut toujours trouver un texte de loi ou quelque chose pour s'en servir. Mais, pour autant, toutes les victimes qui avaient un procès en cours, eh bien, ne pouvaient pas obtenir réparation. C'est pourquoi, de manière tout aussi rapide, le législateur a adopté, par une loi du 6 août 2012, une nouvelle réglementation, surtout pénale, du harcèlement sexuel, qui va nous proposer, qui va nous donner une nouvelle définition et qui va également prévoir une aggravation des sanctions. Que nous dit-on dans l'article 222-33 du Code pénal? Eh bien, la nouveauté, c'est que désormais, il existe 2 catégories de harcèlement sexuel. De manière à répondre, eh bien évidemment, à toutes les situations de faits qui pourraient se présenter et pour pouvoir aider les victimes. La première catégorie, si je puis dire, de harcèlement sexuel, c'est le harcèlement sexuel exigeant des actes répétés. La définition est la suivante et je vous la dicte. Le harcèlement sexuel résulte de propos ou de comportements à connotation sexuelle répétée, qui soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. J'espère que vous avez eu le temps de prendre la définition en note, puisque nous allons la commenter. Toute cette définition constitue l'élément constitutif du délit de harcèlement sexuel.
Après l'adoption de la loi, l'administration est intervenue à travers une circulaire pour préciser un petit peu quelle est la teneur de ce contenu, de cette nouvelle définition du harcèlement sexuel. À ce propos, il a alors été dit qu'il s'agit pour l'administration de toutes sortes de propos ou comportements à connotation sexuelle, gestes, attitudes, envoi de courrier, papier ou électronique, évidemment. Et selon l'administration, toujours, ces propos peuvent être exprimés de vive voix ou par écrit. Alors après, ils envisagent des situations qu'ils ont dû rencontrer. J'aurais jamais pensé à ce genre de choses. Il peut s'agir de revues pornographiques déposées sur un bureau ou dans une voiture, de propos grivois ou de gestes obscènes. Et en fait, il suffit que le comportement revête une connotation sexuelle, il n'a pas à avoir un caractère explicitement ou directement sexuel. Le harcèlement, vous l'aurez compris, suppose une répétition des actes. C'est un des critères importants. Mais pour autant, est-ce qu'il faut avoir subi 15 fois de suite du harcèlement sexuel? Bien évidemment non. Hein. Au moins à 2 reprises, sans qu'un délai minimum n'ait à être respecté entre les actes commis. L'atteinte à la dignité de la victime est un élément important qu'il faut retenir. L'atteinte à la dignité, en fait, on ne la connaît en droit du travail qu'à travers le harcèlement sexuel et à travers le harcèlement moral. Et il y a quelques affaires éparses dont j'aurai l'occasion peut-être de vous reparler. Mais c'est plutôt un concept que l'on retrouve dans le code pénal. Et il était important là que l'on en parle. Selon l'administration, toujours, dans ce que nous venons de dire, il y a un élément un peu nouveau. Il peut être question de comportement homophobe ou dirigé contre une personne transsexuelle ou transgenre. Il est donc évident que le législateur a voulu permettre la protection de toute catégorie de victimes, et non pas des situations de harcèlement sexuel, j'allais dire classiques, entre un homme et une femme. Deuxième catégorie de harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel résultant d'un acte unique. Là encore, je vous dicte la définition. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Nous voilà donc face à une situation particulière. Il s'agit de quelqu'un qui va exercer une pression grave sur une personne en tentant d'imposer un acte de nature sexuelle à quelqu'un qui forcément est dans une position d'infériorité. Autrement, bon, c'est pas obligatoire, mais on imagine quelqu'un en position d'infériorité. Il va donc essayer de lui imposer cet acte en contrepartie soit d'un avantage, si tu fais ça, t'auras le poste, ou bien si tu fais ça, t'auras une augmentation. Ou à l'inverse, en lui assurant de lui éviter une situation désagréable. Si tu fais ça, tu ne seras pas licencié. Ou à l'inverse, si tu ne fais pas ça, tu seras licencié. Bref, on pourrait multiplier les situations. Alors, voilà pour les 2 catégories de harcèlement sexuel, les 2 nouvelles définitions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi des mesures concernant les sanctions du harcèlement, ce que je vous propose de voir maintenant. Après donc les définitions du harcèlement, les sanctions du harcèlement sexuel. La loi est venue évidemment aggraver les peines maximales encourues par les auteurs du harcèlement sexuel. Ils sont désormais sanctionnés de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Elles ont été supprimées du Code du travail, ces sanctions, parce que, évidemment, l'essentiel de la réglementation maintenant se retrouve dans des textes répressifs. Des circonstances aggravantes ont également été prévues. Et les peines sont alors fixées à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende. Quelle situation cela vise-t-il? Eh bien, cela vise des actes de harcèlement sur des personnes, on en parlait justement, en état de vulnérabilité par une personne qui abuse de son autorité. Il est vrai que il fut un temps où on disait que le harcèlement devait forcément être vertical, c'est-à-dire un supérieur hiérarchique et quelqu'un qui lui était soumis. Mais après, la jurisprudence a admis que le harcèlement sexuel puisse être horizontal entre deux personnes de même catégorie, de même niveau. Donc ça existe toujours. Mais là, quand on parle de ces circonstances aggravantes, on reparle à nouveau d'un abus et donc d'un harcèlement vertical. Pardon. Alors, qui cela concerne-t-il? Cela concerne les mineurs, alors les mineurs de 15 ans, parce que évidemment, je n'ai peut-être pas précisé, mais cette loi ne concerne pas que le droit du travail. La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel concerne tous les cas de harcèlement sexuel dans la rue, au travail, partout. Ça concerne les malades, les femmes en état de grossesse, et surtout a été introduite une nouvelle catégorie de victimes à laquelle je me suis particulièrement intéressée, parce que c'est une nouveauté. Ce sont les personnes dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résulte de la précarité de leur situation économique ou sociale. Alors en quoi est-ce que c'est nouveau? Eh bien, c'est simple. L'exemple que prenait l'administration était de dire, bien voilà, une femme qui élève seule ses 2 enfants aura plus de mal à lutter contre des faits de harcèlement sexuel que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, on va pouvoir permettre à ces personnes en état de précarité, de vulnérabilité, eh bien d'essayer de se défendre. Une sanction spécifique concerne les discriminations liées au harcèlement sexuel. Et là encore, c'est une nouveauté, une introduction dans le code pénal. On va sanctionner toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou ont témoigné de tels faits. Je tiens à vous dire, bien que ce ne soit pas le propos du cours, que des dispositions similaires ont été introduites dans le statut de la fonction publique. Que me reste-t-il à vous dire sur le harcèlement sexuel? Eh bien, encore quelques petites choses, parce que la matière est riche. Tout d'abord, quels sont les acteurs qui doivent intervenir, bouger dans l'entreprise pour lutter contre le harcèlement sexuel? Eh bien, celui qui se trouve en tête de liste, c'est l'employeur. L'employeur, parce que sur lui pèse une obligation de sécurité de résultat. Et cette obligation de sécurité de résultat l'oblige à tout faire pour éloigner le harceleur. Et s'il ne le fait pas, eh bien, à ce moment-là, il engage sa responsabilité qui pourra le conduire à devoir des dommages-intérêts à la victime du harcèlement. Évidemment, sont concernés les services de santé au sein de l'entreprise, le médecin du travail, on l'a vu, le CHSCT, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail, et la loi permet à certaines associations de lutte contre le harcèlement sexuel de pouvoir venir en justice défendre les salariés victimes. Pour finir, et là je promets que ce sera fini, eh bien, il résulte de la jurisprudence antérieure à la loi du 6 août 2012 quelques éléments intéressants et qui sont toujours applicables, bien entendu. La grande question que l'on s'est tous posée, c'est qu'encourt la personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel? Eh bien, pour la Cour de cassation, il a toujours été admis dans ce domaine que la personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel est forcément quelqu'un qui doit être sanctionné, et cette sanction, ce sera un licenciement pour faute grave. J'aurai l'occasion de
vous en reparler.